La situation en Ukraine continue, le développement de la situation se poursuit, je devrais dire, pas à une vitesse éclair à cause de la résistance ukrainienne, mais selon Vladimir Poutine, tout ça fait partie du plan. Benoît Lapierre est avec nous. Salut Benoît. Bonjour Louis-Philippe. Est-ce que l'opération militaire va comme prévu selon toi ou est-ce que c'est une posture politique pour assurer les alliés du Kremlin? Tout dépendant qu'est-ce qu'on dit. C'est sûr que si on pensait que l'Ukraine allait tomber au bout de quelques jours, c'est sûr que le plan va pas comme prévu. Toutefois, quand on regarde la tendance longue, on voit vraiment selon les cartes, puis là, il faut encore prendre un grain de sel. Pendant une guerre, la première victime, c'est la vérité. Sauf que la tendance est la même, tout dépendant de qui qu'on écoute. Et ça, c'est que l'armée russe est en train de rentrer en Ukraine et vraiment plus profondément. Quand on regarde les cartes, on voit que sur le front Est, où ce que le Donbass avait, les troupes ukrainiennes sont tranquillement en train de se faire encercler dans cette région-là et on sait aussi que l'armée est en train de pousser dans les grandes villes comme Irkhin, Kharkov, Kiev. Tout ça, pour l'instant, ça prend plus des allures de siège, mais une des stratégies russes, c'est d'encercler ces villes-là et pas vraiment faire des combats dans ces villes-là et continuer à avancer dans le territoire pour après ça, on va dire, affamer ou mettre à bout de souffle les poches de résistance qu'il y a dans ces grandes villes-là. Donc, quand on dit que le plan va selon des roulettes, quand on regarde les grandes tendances, c'est vraiment le cas. C'est pas parce qu'il y a 24 heures, 48 heures de retard sur les plans initiaux que la tendance lourde est pas là. Donc, on pourrait croire que Vladimir Poutine espérait que le régime de Zelensky allait tomber après quelques jours ou que l'armée allait prendre un coup d'État, mais connaissant le dirigeant russe que c'est pas une tête brûlée, j'espère pour lui qu'il n'y avait pas tout basé sa stratégie en Ukraine en espérant que l'armée se liquéfie au bout de 24 heures d'offensive. Je voulais aborder les sanctions avec toi aujourd'hui parce que c'était la grosse tendance de la dernière semaine, là. Pourquoi est-ce qu'on vise spécifiquement les oligarques russes? Ça, c'est un mot oligarque qu'on a entendu beaucoup dans les derniers jours. J'aimerais te demander, c'est qui ça, ces personnes-là? Les oligarques, ça, c'est une classe à moitié entre dirigeants politiques, moitié hommes d'affaires. C'est les personnes qui ont sorti gagnants de la décennie capitaliste à marche forcée qu'il y a eu dans les années 90 en Russie. Il faut savoir qu'avant, l'URSS, c'était un pays communiste, donc il n'y avait pas de propriété individuelle. Et après ça, pendant 10 ans, ça a été vraiment le Far West et il y a eu vraiment des grosses fortunes qui se sont faites pendant ces 10 ans de chaos-là. Compte tenu de la situation, ben justement, il y a des personnes, souvent, c'est des personnes plus ou moins recommandables qu'à mi-chemin entre crime organisé et affaires plus légitimes, qui ont fini par ramasser des grosses fortunes. Et ceux-là, maintenant, qui sont très riches, ils ont diversifié beaucoup leurs affaires. Et maintenant, c'est plus juste des milliardaires russes, mais ils sont vraiment exportés à l'international. Entre autres, en Angleterre, il y a beaucoup de milliardaires russes qui se sont sauvés de la Russie et ils ont tous amené leur fortune dans d'autres pays. Et maintenant, on essaie de plus faire de la pression sur ces personnes-là pour deux raisons. Parce que premièrement, c'est encore des personnes qui ont un poids politique à l'intérieur du pays à cause des importations et des exportations. Mais aussi, c'est parce que justement, leur fortune est en dehors de la Russie. Donc, c'est vraiment plus facile de geler des comptes ou faire de la pression politique quand le milliardaire en question se retrouve sur ton territoire au lieu d'être dans un pays à des milliers de kilomètres de tes frontières. Que ce soit pour ça ou autre, à quel point est-ce que des sanctions économiques, ça peut être dissuasif comme mesure? Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois et ça, je suis très dubitatif sur les résultats à court terme dans les sanctions économiques. Normalement, la logique des sanctions économiques, c'est de faire mal à la population pour qu'elle fasse des pressions sur leur gouvernement afin que leur politique interne ou externe évolue. Toutefois, ça se fait pas en une semaine. La logique veut que ça se fasse sur un plus longtemps. Je crois pas que ça va vraiment avoir un impact sur le déroulement de la guerre au jour le jour en tant que tel. Sur le long terme, encore là, on peut avoir des questions sur l'efficacité de ces mesures-là. On va donner juste quelques exemples. Cuba, ça va faire près de 60 ans qu'ils sont en embargo sur différents produits par les États-Unis, par l'Europe, etc. Il y a eu l'Iran aussi, que ça fait plusieurs décennies qu'ils sont sous embargo. Et la Corée du Nord aussi, c'est la même chose. Donc, ces pays-là ont réussi à vivre et à survivre avec ces sanctions-là et ont internalisé ces sanctions-là dans leur mode de gestion. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si un pays est habitué d'acheter, on va dire, du blé du Canada et que depuis quelques années, il n'y a plus le droit, ben, on trouve d'autres partenaires économiques où on le fait pousser chez nous. Normalement, quand on fait des sanctions, on commence par enlever qu'est-ce qui fait le plus mal et après ça, on va en gradation. Sauf que maintenant qu'on prend la situation en Russie, il y a des sanctions depuis 2014 et
presque tout ce qui était important en termes de volume avait déjà été sanctionné et c'est plus facile de trouver les éléments qui n'ont pas été sanctionnés plutôt que de trouver d'autres éléments. Donc, plus qu'on accumule ces sanctions-là, moins chacune de ces sanctions-là a un impact réel en tant que tel. Juste pour résumer, pour la guerre en Ukraine, qui va peut-être durer quelques semaines, quelques mois, on n'aura pas le temps de voir vraiment les vrais impacts économiques sur la population qui seraient assez suffisants pour que cette population-là fasse des pressions sur Moscou. Et ensuite, sur le long terme, ça peut être peut-être plus intéressant dans l'optique d'affaiblir la Russie économiquement pour qu'elle ait moins de budget militaire pour faire ses trucs après ça. Justement, par rapport à ça, probablement comme plusieurs, j'ai regardé l'historique du rouble cette semaine, voir qu'est-ce que Google avait à dire là-dessus. La monnaie qui avait baissé une première fois en 2009, tu me parlais que justement c'était l'attaque en Géorgie qui avait eu lieu à ce moment-là. Il y a eu fluctuation depuis, mais c'est jamais revenu au niveau que c'était avant. 2014, on parle des sanctions, même chose, c'est descendu, fluctuation, c'est jamais revenu. Ce qu'on vient de faire, est-ce que la planète vient encore de réduire sur le moyen ou le long terme, de ruiner la monnaie russe, en fait, là? Une chose intéressante avec ça, c'est que la première fois où j'étais en Russie, c'était en août 2008, et à ce temps-là, $1 américain valait 22 roubles. Et maintenant, les derniers cours que j'avais vus, c'est vendu à 100, 110, 120 dans ces eaux-là. Donc, on peut voir qu'en une décennie, un petit peu plus qu'une décennie, ben ça a été fait x5, x6. Un des problèmes avec les exportations, là, on parle vraiment des produits qu'on vend à l'international. La Russie, c'est surtout du pétrole. Et le pétrole, c'est $1 américain qui s'achète. Ça a moins d'impact que si on pourrait parler d'autres produits, parce que ça, c'est vraiment un produit international en dollars américains. Donc, maintenant que le rouble s'est effondré, qu'est-ce que ça fait concrètement? C'est que la Russie reçoit plus de roubles pour chacun des barils de pétrole qu'il y a une semaine ou deux. Oui, on pourrait dire que ça coûte plus cher pour acheter des barils de pétrole, mais le problème, c'est que la Russie, elle en vend, elle n'en achète pas. Et une autre chose, c'est que le gouvernement russe paye ses employés en roubles. Donc maintenant, techniquement, pour l'instant, ça fait que chacun des barils de pétrole que la Russie vend, elle reçoit plus de roubles pour, et elle peut après ça payer ses fonctionnaires. Toutefois, ça c'est clair que pour les importations, quand la Russie va vouloir acheter des produits à l'international, ce taux de change-là est vraiment dévastateur et ça décourage vraiment les compagnies russes d'acheter à l'international parce que justement c'est rendu vraiment trop cher à comparer du reste du budget. Et ça, c'est encore une fois, en moins d'une semaine, on n'a pas le temps de voir une économie d'un pays, ça prend du temps à construire et ça se tourne pas sur un 10 cents comme ça, donc ça prend du temps avant d'avoir ces impacts-là. Mais c'est clair que un petit peu comme on a vu avec l'embargo alimentaire des produits occidentaux que la Russie avait imposé en 2014, c'est clair qu'il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont se produire localement en Russie au lieu d'aller l'acheter à l'international dû à la faible valeur du rouble maintenant. Pour revenir aux sanctions, tu me parlais que comment c'était quelque chose qui était un outil politique au niveau régional, comme par exemple les sanctions qui sont imposées par le Canada, ça a des répercussions sur la population canadienne. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Je trouvais que c'est quelque chose de quand même assez intéressant de parler parce que justement, le gouvernement canadien fait beaucoup d'annonces et est plutôt proactif dans ses mesures, contrairement de d'autres pays européens qui font plus suivre le train, mais qui sont pas à l'avant-plan. Au Canada, c'est plutôt le contraire. C'est nous, on prend des initiatives de notre propre chef au lieu d'attendre de voir qu'est-ce que les autres pays occidentaux vont faire et suivre la parade, entre guillemets. C'est ça, il y a quand même une raison politique interne qui peut expliquer, du moins en partie, cette situation-là. Il faut savoir qu'il y a environ 4% de la population canadienne qui aurait des origines ukrainiennes. Toutefois, le gros de cette population-là se retrouve dans l'Ouest canadien. Quand on regarde en Ontario, au Québec, le pourcentage d'Ukrainiens il est vraiment pas haut. Or, les politiciens, souvent, quand ils font des mesures pour ça, c'est aussi, oui, pour envoyer un message à la Russie, mais si on peut avoir des gains politiques à l'interne, ça se prend tout le temps bien. Or, dans cette situation-là, les gains politiques se font surtout dans l'ouest du Canada, sauf que quand on regarde les produits sanctionnés, les produits qu'on exportait en Russie ou qu'on achetait de la Russie, la plupart du commerce international entre le Canada et la Russie se font avec l'Ontario et le Québec. Je vais donner quelques exemples bien simples. Le Canada a annoncé qu'il voulait arrêter ses importations de pétrole russe. Or, il faut savoir que dans l'Ouest, il n'y a aucune goutte de pétrole russe qui se fait consommer et l'entièreté des importations en pétrole russe est consommée soit en Ontario, soit au Québec. Et maintenant, j'ai vu aujourd'hui que le ministère de l'Économie russe avait annoncé qu'il voulait stopper les exportations d'engrais à l'international. Or, encore une fois, le Canada importe
pour environ 100 millions de dollars d'engrais chaque année, mais sur ce 100 millions de dollars-là, il y en a environ 90 millions de dollars d'engrais qui sont consommés au Québec. Et un dernier exemple que je trouve aussi intéressant, c'est que lors de la première ronde de sanctions qu'on a eue en 2014, la Russie avait décrété un embargo sur les produits alimentaires venant de l'Occident. Donc ça, c'était toute l'Europe, la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais après ça, les États-Unis et le Canada. Mais encore une fois, quand on regarde les chiffres, les produits qu'on vend, qu'on achète avec ce pays-là, le gros des produits alimentaires que la Russie achetait du Canada, ça venait du Québec et c'était essentiellement de la viande de porc congelée qu'on vendait à la Russie. Avant l'embargo alimentaire de 2014, ben ce montant-là, ça se chiffrait quand même à 500-600 millions de dollars de produits alimentaires qu'on envoie à la Russie et que, à cause du jeu des sanctions, ben c'est le Québec qui a surtout écopé dans ces mesures-là. Benoît, pour terminer rapidement, est-ce que tu penses que tirer un missile comme ça s'est fait sur une tour de télévision en Ukraine ou encore mettre le feu dans une centrale nucléaire, est-ce que ce sont des actions qui vont être dommageables sur le long terme pour la Russie à l'international si l'image pouvait être pire, en fait? Là? Sur le long terme, je crois qu'il n'y aura pas vraiment... Ce genre d'action-là va se noyer dans toute la guerre. J'ai pas l'impression que ça va être des moments marquants où on va regarder ça et que dans 10 ans, on va se rappeler « Ah oui, il y a eu la guerre en Ukraine, mais en plus, ils ont bombardé une centrale de télévision. » Exemple. Je crois que ça va vraiment se mélanger avec toutes les autres histoires de guerre qu'il y a eu. Toutefois, c'est clair que pour le moment, oui, il y a la guerre militaire qui se fait, mais il y a une guerre pour l'image aussi, que chacun des deux pays, l'Ukraine qui essaie de prendre sa position à l'international, la même chose avec la Russie, et c'est clair que ce genre d'image-là, ça paraît vraiment pas bien pour la Russie en ce moment. Donc ça, c'est clair que sur le côté de la guerre d'image, faut donner le crédit au président Zelensky qui a réussi une très bonne opération de relations publiques là-dedans, parce que quand on regarde à l'international, là, on parle surtout de l'Occident, mais même quand on regarde en Amérique du Sud, en Afrique, dans le reste des pays de l'Asie, grosso modo, on se rend compte que l'appui pour l'Ukraine est beaucoup plus haut que l'appui que la Russie peut avoir selon les revendications. Donc, c'est clair que ce genre d'opération-là, c'est pas bon pour l'image, sauf qu'à long terme, on peut douter à savoir à quel point ça va résonner dans l'histoire de la guerre de l'Ukraine. Il s'en passe des choses en une semaine, certainement qu'on va avoir d'autres choses à discuter la semaine prochaine. Benoît Lapierre, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.